Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 11 février 2021 et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Et oui, et vous avez vu où je suis. Merci Fizorem pour ton réabonnement. Je suis à l'atelier, je suis à Paris. Donc petit disclaimer évidemment avant de commencer, avant de monter pour travailler avec l'équipe, j'ai été testé. Voilà, test PCR a été fait. Je ne serais pas monté à Paris sans ça, parce que voilà, enfin il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se protège un peu les uns les autres. Donc le test PCR a été fait, tout est en ordre. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors attendez, j'ai mis le chat en haut. Oui, bon, on va le laisser en haut. Tant pis, je me tordrai un petit peu le cou parce que j'ai refait un peu le setup Windows comment dire, de l'atelier. Parce que vous saviez que Jérôme et Marion streamaient depuis un Mac, mais les Mac ont des petits soucis. C'est pas les meilleurs OS pour faire du streaming, hein. Ils ont plein de soucis, notamment c'est très galère sur un Mac de capter le son de l'ordinateur. Même si sur les mugs c'est pas quelque chose de très embêtant, pour plein d'émissions qu'on va faire, ne pas capter le son de l'ordinateur, par exemple de la visio, c'est très 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 pénalisant. Alors il y a des techniques sur Mac, mais c'est vraiment pénible, alors que sur Windows c'est natif, plus tout un tas d'autres raisons qui font que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je suis à l'atelier, il fait pas trop froid, ça va. mais en tout cas, depuis hier, là, je suis dans le rythme de Jérôme. Et ouais, c'est... il carbure, hein. Il carbure bien le Jérôme niveau taf. Même en vacances, il surveille. Putain, Jérôme, tu regardes, mais tu es en vacances. Paf! Tiens, tu te prends un petit coup. Je suis à l'atelier, je suis congé. Non, ça va, ça va. Honnêtement, ça va. Bon, ça va après, j'ai deux pulls, hein. C'est- j'ai deux pulls, faut pas non plus déconner. D'ailleurs, Jérôme, confirme-moi, mais on est d'accord que l'espèce de radiateur là, qui est en face, là, le Dyson, on est d'accord qu'il s'arrête automatiquement, parce qu'à 8 heures pile, il s'est arrêté. Tu l'as programmé pour ou comment ça se passe? Ah là là, ils vont être contents de pas être sur Mac pour du streaming. Ouais, vraiment, vraiment pour le coup, c'est cool. Deux pulls et assis sur une bouillotte, plus un petit thé. Euh, hmm, on est bien. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait des petits couacs techniques. Normalement, non. Mais comme le setup que je viens de refaire est un peu frais, c'est pas impossible qu'il y ait des petits couacs. Normalement, ça devrait le faire, mais voilà. Euh, qu'est-ce que... Eh ben, on va attaquer tout de suite. Je regarde un tout petit peu vos messages avant qu'on attaque. Paris par rapport à Toulouse, c'est tout délabré, il n'y a pas d'isolement et le métro est ringard. Mais tu sais, Vincent, je me suis posé la question si j'étais vraiment à Paris parce que il a neigé à Paris, donc ça c'est chouette. Mais en fait, j'ai vu que c'était pas trop le bordel en voiture ou dans la rue. Donc je me suis demandé si j'étais vraiment à Paris, tu vois, je me suis posé la question. Bon, d'ailleurs, après hier, j'ai failli me péter la gueule au moins 40 fois en marchant dans la rue, hein, parce qu'il y a du verglas. Paris, c'est une patinoire. Voilà, si vous êtes à Paris, vous le savez, c'est une méga patinoire en ce moment. Et je suis content voilà, de pas m'être pété un truc en tombant mm, parce que voilà, voilà, la neige, ce truc blanc. Ouais, ouais, ouais. Jérôme, il y a un truc qui est dans l'atelier, il s'est assis à ta place. Bon, on va attaquer, mesdames et messieurs. On va attaquer dans ce mug, dans le kawa assez équilibré, hein. Aujourd'hui, il y a plein de petites news sympas, il n'y en a pas beaucoup. L'actualité était tranquillou, hein. Ce matin, il n'y avait pas grand-chose, on va dire. On va parler un petit peu du Covid et de l'Apple Watch, parce qu'il y a un truc intéressant là-dessus. On va parler de WhatsApp et de Forbes, qui fait un petit titre un peu putaclic. Mais néanmoins, c'est intéressant, donc voilà, j'ai voulu vous le partager. On va parler d'un chercheur en sécurité qui a piraté 35 entreprises et pour les développeuses, ça va vous parler très certainement. On va parler d'un petit débat, enfin d'une petite étude qui dirait que le confinement montre que 30% des adolescents ne savent plus utiliser un PC.
9-16 ans précisément. Donc ça, on en reparlera parce que c'est une news qui me paraît intéressante. C'est toujours intéressant de parler un peu de fractures numériques, de certaines tranches d'âge qui ont typiquement... Enfin non, on va en reparler pendant l'article. J'allais partir là. J'allais partir immédiatement. Donc non, non, on va garder tout ça pour l'article. On va parler du Bitcoin, de l'écologie. Parce qu'à chaque fois que le... Petit cheveu sur la langue. À chaque fois que le Bitcoin redevient populaire et enfin monte en flèche dans le cours du Bitcoin monte. À chaque fois, le débat sur l'écologie revient. Alors, il revient à juste titre, c'est un débat important. On est dans une situation compliquée, même très, 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 on peut le dire, inquiétante, clairement. Mais j'ai pas envie de vous mettre de mauvaises ondes le matin, donc voilà. Mais effectivement, toujours ce débat du Bitcoin qui consomme énormément d'électricité. Moi, j'ai envie de tempérer sur un truc, donc on en parlera dans l'article. Et après, on va parler un petit peu. On va aller aux États-Unis. Je dis n'importe quoi, pas du tout aux États-Unis. Dans l'Europe de l'Est, il y a des. Comment on dit? Parce que c'est farmers en anglais. Comment on traduit farmers? C'est pas fermier, c'est. euh, j'ai le mot qui m'échappe. Mais en gros, bon, des farmers, on va utiliser le mot anglais, qui sont obligés de hacker des tracteurs, leurs propres tracteurs, pour les réparer. Agriculteurs, merci, merci tout le monde. Vous êtes merveilleux la chatroom. Agriculteurs, oui, fermier en français c'est bizarre. Les agriculteurs dans l'Europe de l'Est qui sont obligés de hacker ouais, leurs propres tracteurs. Donc ça, on va en parler aussi, c'est super intéressant. Et ça remet un peu le débat sur le droit à la réparation. Débat qui fait très ding ding Apple aussi, hein, parce que ça fait partie des... Typiquement pour moi, c'est un des trucs principaux que je leur reproche, Apple. C'est que ça fait partie des entreprises qui ne taffent pas assez sur le droit à la réparation. C'était un mot compliqué. Écoute, Olek Impec, je t'invite à faire une rubrique, une émission tous les matins et à traduire à la volée des articles en anglais. Et on va voir si tu te débrouilles aussi mal que moi. Bon allez, je vous lance le kawa et on se retrouve juste après. Salut Nonix, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. Effectivement, on était en mode Saut-Marion ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'époque où on faisait le mug sur... c'était plus l'époque de Periscope et tout ça. Donc ça s'appelait le Techscope d'ailleurs. Marion avait cette habitude qui était chouette d'effectivement de prendre un moment pour faire un mini récap de chaque article avant de vraiment attaquer dans le dur. Donc, mais c'est vrai, voilà, là on est à la cool ce matin. Effectivement, j'avais envie de faire un tout petit, un tout petit bilan enfin un tout petit résumé de chaque article. On va attaquer sur le premier. Et on va attaquer sur l'Apple Watch qui pourrait détecter l'infection du Covid-19, parce que oui, moi je dis le Covid, prout, 7 jours avant vous. Et c'est super intéressant. En fait, donc c'est les travaux qui ont été des travaux de... Alors j'ai pas pu surligner l'article parce qu'il y a certains sites où je n'y arrive pas, pour une raison inconnue. Le surlignement ne marche pas. Donc c'est une équipe de chercheurs de l'hôpital du Mont Sinai, donc en gros une équipe de chercheurs à New York. Ils ont publié dans la revue scientifique en ligne Journal of Medical Internet Research. Alors, s'il y a des gens qui sont un peu dans le domaine de la recherche, des universitaires et tout, qu'est-ce que ça vaut le Journal of Medical Internet Research? Parce que je sais de pas mal de vidéos YouTube et tout que certains journaux ne sont pas forcément très pertinents. Et que là, ils ont la publication facile à partir du moment où tu payes un peu. Donc, qu'est-ce que ça vaut pour ceux qui sont un petit peu dans ce domaine? Je veux bien, donc c'est le Journal of Medical Internet Research. Voilà, je ne connais pas du tout ce journal. Bon, bref. Et en gros, ce qu'ils ont mesuré, détecté, c'est que 7 jours avant le Covid, il y avait des variations de la fréquence cardiaque qui étaient apparemment typiques du Covid-19 et qui permettraient d'anticiper les symptômes et qui permettrait donc d'anticiper et ce qui peut être intéressant en fait c'est l'usage de cette technologie. Ça pourrait être combiné à l'Apple Watch, là c'était des vrais outils de mesure et ça permettrait effectivement d'anticiper et de vous dire avec une petite notif, typiquement on prend l'Apple Watch, petite notif, vous avez un rythme cardiaque qui s'apparente au Covid-19, donc ne vous inquiétez pas, mais par mesure de précaution, consultez un médecin et isolez-vous. Typiquement.
Ça pourrait être Team le Covid. Waouh, oula, oula, oula. Ouh là là, le sondage s'impose. Le sondage s'impose. Le sondage s'impose. Est-ce que vous êtes Team le Covid ou Team la Covid? Attendez. Attendez. Modifier les infos. Putain, j'ai pas le sondage qui s'est mis tout de suite. Héberger, gérer votre sondage. Let's go. Nouveau sondage. Team. C'est très très important. Voilà. Le Covid. La Covid. Vous êtes obligé d'ailleurs. Vous n'avez pas le choix. Là, il n'y a pas moyen de dire un truc marrant. Non, parce que après ça va fausser le truc. C'est un sondage évidemment très sérieux. Voilà, à vos votes, c'est très important, hein, c'est totalement en lien avec l'article en plus. Donc, voilà, donc bon, pour... Donc ouais, pour aller un petit peu plus loin dans l'article, 7 à 14 jours après le diagnostic du coronavirus, le schéma de variabilité de la fréquence cardiaque commence à se normaliser. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, 7 jours avant, il y a des variations qui sont typiques du Covid. Après la maladie, vous avez les symptômes ou pas, enfin voilà. Et 7 à 14 jours après, votre rythme cardiaque redevient normal. Donc c'est intéressant. Et il y a une citation du professeur Robert P. Ayrton qui dit « Cette étude met en lumière le futur de la santé ». Alors il dit digital, donc c'est évidemment une personne absolument horrible. Non, parce qu'évidemment on dit numérique, hein, pas digital. Digital c'est avec les doigts, hein, et c'est les doigts que je vais vous mettre dans la tête si vous dites digital. Donc il dit, ouais, ça montre bien que nous pouvons utiliser ces technologies pour mieux répondre aux besoins changeants du secteur de la santé. Ça améliorera la gestion des maladies. Notre objectif est de faire en sorte que ces plateformes soient opérationnelles pour améliorer la santé de nos patients. Trouver un moyen d'identifier les gens qui pourraient tomber malades avant même qu'ils sachent qu'ils sont infectés serait une avancée considérable dans la gestion du Covid-19. Il a dit là. Hein, ça va chier, attention. Hein. Alors les variations ne sont pas précisées. J'imagine que si tu veux lire le papier, il faut que tu ailles... Attends, je peux te filer le lien. Je crois que il y a un préprint. Ouais, je t'envoie le lien de la... D'ailleurs, si vous vous ennuyez, lire des articles scientifiques, c'est pas si chiant que ça et c'est pas si inaccessible que ça. Voilà. C'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait, il y a toujours l'abstract qui est en fait le méga résumé des études scientifiques. Alors après, au niveau des études, il faut toujours faire attention. Une étude ne prouve rien. Les résultats peuvent être trompés et optimisés, on va dire. Donc il faut toujours se méfier. Ce qu'on va attendre d'une étude et pour que ça confirme des choses, il faut que ça soit reproductible. Hein, c'est très important de bien comprendre ça. C'est pour ça qu'une première étude qui montre que tel truc, tel machin, ça ne veut rien dire. Voilà, il faut que les résultats soient reproductibles. C'est tout le... Sans rentrer dans de la politique, mais c'était un petit peu tout le débat qu'il y a eu autour des premiers traitements sur le Covid, d'un certain chercheur à Marseille, dont je tairai le nom parce que sinon ça va partir en cacahuète, mais effectivement, où ces résultats n'étaient pas forcément reproduits autre part. Donc en fait, voilà, ça ne veut pas dire que c'est forcément faux. Mais c'est important en tout cas quand on veut traiter quelque chose, d'effectivement que plusieurs chercheurs de plusieurs endroits différents dans le monde arrivent à reproduire ce genre de choses. Donc là, c'est une première étude. Il faudrait d'autres études effectivement qui confirment ça pour que ça soit éventuellement un jour appliqué médicalement. Parce qu'on ne peut pas se baser que sur une étude. Voilà. Alors, c'est quoi les résultats du sondage? Merde, j'ai loupé. C'est très important, évidemment. Hein. Résultat du sondage. Oh bah merde. Attends, si, gérer les sondages. Voir les résultats. Vous dites à 83% le Covid. Et comme dirait notre ami Linguisticae, l'usage prévaut. Toujours. Voilà, ne pas confondre avec Jacques Prévost, évidemment. C'est bien Jacques Prévost, je dis pas de bêtises. Attendez. Jacques Prévost. Oui. Non, Jacques Prévert. Prévost, c'est qui? Ah, merde. Non, Jean-Jacques Prévost. Docteur Jacques Prévost. Non, c'est rien à voir. Jacques Ferdinand. Mais Prévost, c'est quoi? Pourquoi j'ai vu Prévost quelque part? Ça me dit un truc. Non, c'est Jacques Prévert. On part dans les graviers, on est d'accord. Hein. Jacques Ferdinand Prévost fut général de brigade français et archéologue amateur éclairé. Non, bon, il a pas l'air d'être très connu. Non, Jacques Prévert, mais pourquoi Prévost, ça me dit un truc. Bon, je sais pas. Bernard Pivot, Daniel Prévost, Guillaume remplace pas Jérôme pour les graviers. Bah si. Je suis à l'atelier. Hein. Les graviers, ils sont prêts. Là, vous le voyez pas.
parce que la magie du décor, mais j'ai un sac de gravier par terre que je suis prêt à vous lancer dans le visage, là. Paf. Bref, on dérive un petit peu, je crois. Mais en tout cas, intéressant de savoir qu'effectivement, le rythme cardiaque varie d'une façon très particulière euh, à partir de 7 jours, enfin, dès qu'on chope la maladie, en gros, quoi. Euh, voilà. Voilà. Bref, on va avancer et on va parler de WhatsApp. Euh, tu penses à Provo? Ouais, sûrement Oxymore, sûrement. Non mais Vincent, oui, je lis ton message, hein, mais on va pas retomber dans ce débat-là. Justement, je prends beaucoup de pincettes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient. Et tu sais, j'essaie de pas être trop, par rapport à ce chercheur à Marseille, j'essaie de pas être trop dans le jugement parce que je pense qu'on vit une période qui est extrêmement difficile mentalement. Et que si certaines personnes peuvent aller mieux en croyant des choses même qui sont pas forcément scientifiquement vraies et tout. Alors oui, ça pose des questions. Enfin, c'est un risque pour la société, bien sûr. Enfin, tu vois, voilà, il y a ce débat-là. Mais si ça permet à des gens de surmonter certaines périodes comme ça, est-ce que je peux les blâmer? Est-ce que je peux, est-ce que je peux vraiment leur en vouloir? Pas mal de personnes sont pas du tout formées à cet esprit. Comment dire, d'analyse scientifique aussi, parce que c'est pas un truc, enfin typiquement au collège-lycée, c'est pas un truc auquel on te prépare forcément. Je crois pas qu'au lycée on m'ait dit quand tu parles d'études scientifiques, faut vérifier, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et moi par exemple, l'étude à multiplier les sources, enfin le fait de multiplier les sources journalistiques, les trucs comme ça, je l'ai vu dans mes études supérieures. Et je l'ai vu en deuxième ou troisième année. Il y a plein de gens en France qui n'ont pas des études, qui vont pas forcément plus loin que le bac, qui font des formations techniques, etc. Donc et c'est pas du tout un jugement. Au contraire, je pense qu'on devrait plus encourager ces formations-là parce qu'elles donnent des métiers plus rapidement et parfois plus gratifiants que des trucs à 5 ans d'études et derrière c'est plus compliqué. Enfin voilà, donc je me permettrai pas de juger. Le jugement est aisé, comme d'habitude. Je vous l'ai toujours dit, sur le mug, on essaie de partager un petit peu de bienveillance et de choses comme ça. Euh, donc voilà, je ne préfère pas juger. On va avancer, on va parler de WhatsApp. Donc article un peu putaclic de Forbes, hein, WhatsApp, cette fonctionnalité dangereuse pour vos téléphones. Non, à la limite, cette fonctionnalité euh, risquée pour votre vie privée, à la limite, ou inquiétante pour votre vie privée, si vous voulez rester un peu dans le putaclic, mais dangereuse pour vos téléphones. Non, dangereuse n'est pas du tout un mot correct. Bref. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne le savais pas, mais en gros, sur WhatsApp, vous avez la possibilité d'exporter la discussion. Est-ce que ceux qui utilisent WhatsApp, je l'ai désinstallé donc je ne l'ai plus, mais est-ce que vous me confirmez que vous avez une fonctionnalité sur WhatsApp pour exporter la discussion? Si c'est pas le cas, bah, l'article tombe à l'eau, mais si c'est le cas, bon, a priori l'article dit pas de la merde, enfin j'espère. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Telegram a facilité l'importation sur sa plateforme. Oui, vous avez la fonctionnalité, merci, ok. Telegram a donc facilité l'importation sur sa plateforme des historiques de conversation de WhatsApp. Donc en gros, vous exportez votre discussion de WhatsApp et, pardon, vous, sur Telegram, vous pouvez importer tout cet historique avec les photos, les vidéos, les documents, tout ça. Et en fait, ce qui est compliqué et ce qui pose un risque, d'ailleurs dans l'article il parle de risque, hein, il ne parle pas de dangerosité ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait quand vous faites ça, et c'est un peu ce que je reproche à Telegram principalement, c'est que vous n'avez pas vos conversations qui sont chiffrées par défaut sur Telegram. Là où WhatsApp va chiffrer le contenu des messages, pas les métadonnées, mais les contenus des messages, donc ça c'est bien. Telegram, lui, ne va pas chiffrer ces contenus-là. En tout cas, pas de bout en bout, donc c'est pas le top du top, quoi. Donc, en fait, ce qui est risqué pour la vie privée, c'est que vous allez exporter un truc qui est chiffré dans un format non chiffré et que vous allez réimporter sur Telegram et Telegram possède les clés pour déchiffrer tous les messages que vous mettez. Donc effectivement, ça pose des questions quant à la sécurité et à la vie privée.
Signal a un modèle différent. Signal, vous créez des conversations avec des gens, tout est chiffré de bout en bout. Ce qui pose un souci, effectivement, c'est que si vous ne faites pas des sauvegardes régulières sauvegardes qui sont chiffrées hein, sur Signal, et que vous faites par exemple voler votre téléphone, vous ne gardez pas d'historique de vos conversations. Mais c'est un mal pour un bien. Si vous voulez protéger votre vie privée, vous êtes obligé, c'est obligatoire que l'historique ne soit pas stocké en ligne. Après, vous pouvez très bien uploader la sauvegarde Signal chiffrée sur un cloud. Tant qu'elle est chiffrée, c'est bon. En plus, elle est bien chiffrée, hein, la sauvegarde des messages Signal. Vous pouvez faire des sauvegardes régulières, hein, je crois, sur Signal. Enfin, tout ça c'est possible. Mais voilà, en tout cas, il faut bien comprendre ça. C'est que effectivement, si vous utilisez exporter de WhatsApp et que vous réimportez dans Telegram, vous transformez des messages chiffrés en messages non chiffrés. Sur Telegram, vous avez la possibilité de faire un échange secret, mais ergonomiquement, c'est pas mis en avant. Hein. Donc c'est en ça que je ne fais pas confiance à Telegram. Je n'arrive pas à faire confiance à Telegram. Voilà. Ah ben Telegram c'est pas chiffré, le facteur peut le lire. Très bien Vincent, très très bon ça. Après il faut pas oublier que le corps est une formidable... Ah oui non ok vous êtes toujours sur l'autre débat. Bonjour et désolé du retard mais il n'y a pas de problème Vanessa organisée. Donc pour Signal, je crois pas que sur Signal on puisse importer des conversations de WhatsApp. Mais effectivement, donc, en fait fondamentalement, voilà, ça pose un problème de vous prenez un risque en déchiffrant vos en déchiffrant vos données. Après, c'est pas non plus un risque si grave dans le sens où si vous n'êtes pas un militant, un espion, si temporairement vos messages sont déchiffrés, c'est pas non plus la mort. Enfin voilà, c'est là où je veux tempérer un peu tout ça. Mais en fait, c'est sur le principe, c'est que ça va permettre à des utilisateurs qui sont pas forcément expérimentés de faire des manipulations qui, voilà, si ils exportent leurs conversations WhatsApp et qu'ils les mettent sur un Google Drive, bon, voilà, tu rends potentiellement, tu donnes potentiellement à Google toutes ces conversations-là. Bon, voilà, c'est toujours le même débat de la vie privée, c'est qu'aujourd'hui on verra pas d'impact, vous publiez vos conversations déchiffrées sur Google Drive, demain il va rien se passer. Mais encore une fois, je voulais toujours expliquer, le problème de la vie privée, c'est que vous ne saurez jamais comment ces données pourront être utilisées dans le futur, que le gouvernement change, que le gouvernement n'aime pas certains partis politiques, que le gouvernement peut demander à Google Drive de scanner tous les messages. Légalement, ils vont y être obligés. Hein, on a vu ce qui se passe à Hong Kong. Enfin voilà, ça peut aller très vite en fait. Vraiment. L'histoire le dit. L'histoire le dit que des régimes autoritaires, ça va vite. Et surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, je dis pas ça pour vous inquiéter, mais en fait, c'est vraiment ça qui est important. Un autre truc aussi, un autre argument, je le vois, hein, j'ai vu un tweet passer qui m'a un peu fait tilt. Il y a une personne qui publiait des screens de messages, merci Philippe, de messages d'elle quand elle était ado, et des messages qu'elle s'était envoyés sur Facebook et tout. Et les messages étaient d'une gênance, enfin, pas d'une gênance, mais c'est des messages quand t'as 12 ans, quoi. Des messages où t'es un peu con, ou des choses comme ça, où tu fais des vannes qui sont pas forcément très... voilà, quoi, très grand public, dirons-nous. Ça, t'as pas envie que ça soit sauvegardé toute ta vie, parce que le toi de quand t'as 12 ans et le toi de quand t'as 22 ans ou 30 ans, c'est pas le même. Tu fais pas les mêmes vannes. Et clairement, avoir toutes ces conversations-là qui ont été stockées à vie, voilà, donc ça, c'est comme la cigarette, hein, il faut pas se dire bah, j'ai déjà les poumons défoncés donc je continue. Bah non, si vous faites attention, même doucement, vous n'encrassez pas plus le truc, quoi. Je déteste cet argument de oh, je fume déjà depuis 10 ans, je m'en fous, je peux continuer de fumer. Bah non. Typiquement, comme mesure douce, c'est cigarette électronique ou patch de nicotine. Voilà, c'est un peu l'équivalent d'installer Signal, c'est un peu l'équivalent d'utiliser moins Facebook, etc., quoi. Mm. Bah si moi je fais les mêmes vannes qu'à 15 ans, ça veut dire que je dois profondément me remettre en question. Un petit peu, Vincent. Mais t'es toulousain, Vincent, donc ça va. T'as le droit au pardon. Spécifiquement pour toi. Comment on fait pour sauvegarder les messages Signal Lawash? Tu vas dans... Attends. Signal. 3 petits points paramètres. Et normalement,
c'est dans... Si je dis pas de bêtises, c'est pas dans Avancé, c'est dans Conversation? Oui, c'est dans les paramètres de signal, et dans Conversation, tu as sauvegarde des conversations, que tu peux activer. Voilà. Et après, il y a l'explication de comment restaurer des sauvegardes signal. Moi, je le fais... alors, je crois pas qu'on puisse encore passer d'Android à iOS, enfin, je crois qu'il y a encore une couille là-dessus. Mais c'est ce que je vous conseille de faire, faites des sauvegardes de signal. C'est comme quand tu retombes sur les conversations MSN de quand tu étais ado, c'est interdit. Ou les vieux Skyblock, pour ceux qui ont plus mon âge, donc qui sont plus entre 25 et 30 ans. 26 ans de tabagisme avant d'arrêter, on peut y arriver. Yes, Pierrot, bien joué. Bien joué, j'imagine très bien à quel point c'est compliqué. Bravo à toi. Allez, on va avancer. Il est 8h26, putain, l'heure tourne très vite. On va parler, là ça va parler un peu cet article aux développeurs, développeuses évidemment. Un chercheur en sécurité pirate 35 entreprises de la tech, dont Apple, PayPal et Tesla. Et c'est une attaque qui est intéressante parce que c'est quand j'étais dans ma boîte, donc là pendant 1 an et quelques mois j'étais développeur web, je me suis toujours dit qu'un vecteur d'attaque qui me paraissait très facile, enfin un truc où on fait pas trop gaffe et je trouve que je me suis déjà posé la question. C'est quand tous les développeurs web vont capter, mais d'ailleurs c'est pas que dans le web, mais quand vous faites des npm install. Donc en gros, pour ceux qui sont pas dev, euh, quand on fait du développement, on va avoir besoin de comment on peut dire, d'extensions de code. Ouais, on va utiliser ça, on va dire ce mot-là. D'extensions de code, des petits projets, des bouts de code, des trucs qui sont déjà faits. Donc en fait, on va faire npm install. npm c'est Node Package Manager, mais on s'en fout. npm install et le nom d'un paquet. Bah, c'est un peu comme si vous installiez un logiciel sur votre ordinateur, quoi. Et le problème de faire ça, c'est que effectivement, en faisant npm install le nom du paquet, il va aller chercher cette extension sur un serveur. Et en fait, ce qu'a fait, si j'ai bien compris l'article de CNET, ce qu'a fait ce gars, c'est qu'au lieu de s'attaquer frontalement au système de ces grosses entreprises, qui eux sont très protégés, il s'est plutôt attaqué justement à toutes ces bibliothèques privées. Oui, voilà, c'est le mot qu'il utilise. Et voilà. Et il s'est attaqué à des dépôts open source accessibles sur Internet. Alors là, on parle... Voici NPM, il est mentionné. PyPy, pour ceux qui font du Python. RubyGems, pour ceux qui font du Ruby. Et donc, en fait, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller s'attaquer à ces dépôts open source. Donc, en gros, à l'endroit où sont hébergés. C'est un peu comme si, au lieu d'attaquer directement un entrepôt de Microsoft ultra protégé, il attaquait un entrepôt d'un sous-traitant. Et que dedans, il mettait un virus, quoi. Enfin, il mettait, je sais pas, un tracker, ou il volait des colis, ou on s'en fout. Mais voyez l'idée, c'est que il va pas s'attaquer frontalement à l'entrepôt de Microsoft ultra sécurisé. Il va aller s'attaquer à un sous-traitant qui va peut-être amener un colis dans l'entrepôt de Microsoft. Je pense que c'est plutôt une bonne métaphore. Voilà. Donc ouais, le chercheur en sécurité a déniché sur internet le nom de certains paquets privés qui sont utilisés par des entreprises. Il lui a suffi d'usurper ces noms et de placer ses propres paquets. Putain, c'est exactement ce que je dis. Dans des dépôts publics où ils sont enregistrés. Résultat, lorsqu'un développeur souhaite finaliser son application, il télécharge automatiquement la version infectée, ce qui permet d'accéder au code privé de l'entreprise. En gros, voilà, il injecte de façon détournée un code vérolé. Et il a empoché la coquette somme de 130 000 euros. Parce que je crois que ce chercheur, il l'a fait, c'était un white hat. Oui, c'est un chercheur en sécurité, donc voilà. Donc c'est un chapeau blanc, un white hat. Donc c'est effectivement un hacker qui fait ça. Bon, un peu pour l'argent aussi, parce que 130 000 euros, ça fait plaisir. Mais en fait, parce que les entreprises ont très bien compris qu'il valait mieux payer les hackers plutôt qu'ils soient payés par des organisations moins sympas, dirons-nous. Mais il a piraté le compte NPM, donc, où il a réussi à cacher son code dans les pull requests. Bon, c'est très technique, Kaki. Il n'y a pas de précision de techniquement comment il l'a fait. L'article est très succinct parce que je pense qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la technique. J'avoue que bon, j'ai pas eu le temps trop ce matin. La préparation du mug a été un peu rush parce que en fait il y a compliqué. Comme je suis à l'atelier, je suis pas dans mon élément de base, etc. Mais il a l'air plus grey que white. C'est pas précisé, Vincent. Pour moi, si c'est un chercheur en sécurité, je pense qu'il est plutôt white. Hein. Alors, n'oubliez pas, Vboucher et tout le monde, si vous partagez des articles et des liens, ils sont censurés.
Moi, ton article, je le vois pas, Vboucher, je vois 3 petites étoiles. Euh, Et quand les admins expliquent aux devs d'arrêter de pomper du code via librairie, ils rigolent. Mais tu vois, typiquement dans ma boîte, ouais, on pompait pas mal de code comme ça, donc voilà, c'est vrai que... Mais pomper, enfin le pomper, le mauvais mot, mais c'est parce que quand tu codes et que tu fais des npm install, ça se fait comme ça, quoi. Euh, Tu fais quoi du coup maintenant? Bah je suis à 80% Nowtech et 20% Photo Pro. Coucou Louis, c'est pas pour rien on a aussi des repos privés pour certaines choses avec un audit des dépendances publiques avant chaque ajout dans le repo privé. Je me suis douté qu'il y avait une solution technique pour faire super gaffe à ça. Mais je pense que là, avec le télétravail, c'est d'autant plus difficile de surveiller la sécurité de chaque employé chez lui. Et je pense qu'il y a effectivement des employés qui n'ont pas été sensibilisés à ces problématiques de sécurité-là. Mais en tout cas, c'était intéressant. Je voulais vous le partager, hein, quand il y a des petits trucs de code, je trouve ça chouette. À l'extrême inverse, j'ai déjà eu des sociétés qui te vendent des produits garantis sans code open source. Ça, c'est complètement stupide, mais bon. Enfin, c'est vraiment... Oh, ça me rappelle un truc. Je dirais pas, mais ça me rappelle un truc. Mais c'est stupide parce qu'en fait, pour ceux qui sont pas dans le dev, l'open source dans le dev est... Je dirais même que c'est très difficile de se passer d'open source aujourd'hui quand tu fais des projets. Euh, Et il y a un truc qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, l'open source est aussi beaucoup maintenu par des grosses entreprises, type Google, Facebook, etc., Amazon, qui ont compris que ça avait un gros intérêt de publier du code donc libre, gratuit, avec des librairies qu'on peut réutiliser. Typiquement React quand on fait du dev web. Bootstrap, c'était Twitter à la base. Google, ils ont fait Angular, toutes les versions d'Angular, que ce soit la première et puis les suivantes. Euh, et en fait, parce qu'ils ont compris que ils allaient déjà en interne, ça permet de monter en niveau les employés, ça permet à des employés de s'amuser aussi, mais ça permet aussi que ces librairies soient énormément utilisées et qu'il y ait des corrections de bugs qui soient faites par la communauté. Donc en fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour ces grosses entreprises. Plus ça redore leur image, parce que vous voyez, par exemple, moi, Facebook, c'est une entreprise. Bon, vous avez vu ma vidéo sûrement. Euh, mais par contre, au niveau de ce qu'ils ont fait pour l'open source, Facebook, et pour le monde du dev, ça fait partie. C'est une très chouette entreprise pour ça, Facebook. Ils sont très très chouettes pour leur boulot sur le monde du code et de l'open source. Ils font vraiment. Ils ont fait du bon taf. L'article montre donc qu'on peut faire pousser du code qui semble légitime dans un repo au motif de corriger un bug et qui en fait rajoute une backdoor dans la lib. J'imagine que c'est ça l'idée, ouais. Mais comme il n'y a pas le détail technique, Vboucher, c'est compliqué. Ah non, c'est ton article à toi. Ok. L'article que tu as partagé montre donc qu'on peut faire pousser du code qui semble légitime dans un repo au motif de corriger un bug et qui en fait rajoute une backdoor dans la lib. Ok. Ouais, il a vraiment fait une fausse pull request. En gros, il a fait une demande d'ajout de code et les gens n'ont pas vérifié, quoi. Ouais. On va avancer. Et on va parler du confinement. Et on va parler aussi des adolescents, des 9-16 ans. Alors, ça va être un article un peu sujet à débat, un peu expérience personnelle ou quoi. Donc je vous le rappelle, hein, le but, voilà, enfin, soyons un peu malins sur le mug et intelligents et bienveillants parce que ce mot n'est pas un mot péjoratif, faut arrêter, hein, être bienveillant, c'est pas gnangnan, hein, voilà. Donc, d'après une étude relayée par le média suisse RTS, RTS c'est Radio-Télévision Suisse, confirmez-moi ça, j'imagine qu'on a des Suisses dans l'audience, 30% des 9-16 ans n'utilisent jamais ou quasiment jamais d'ordinateur pour aller sur Internet, préférant leur smartphone ou leur tablette. Et en fait, cet article il est intéressant parce qu'il montre une certaine fracture, en fait, je trouve, entre peut-être un peu ma génération à moi, qui effectivement est née un peu plus avec un ordinateur, et la génération qui est en dessous de la mienne, enfin moins âgée que moi plutôt, qui elle effectivement est plus née avec des tablettes et des smartphones, et qui est moins habitué. Moi, j'imagine très bien un gamin aujourd'hui qui grandit, oui, sans avoir une grosse tour ou un ordi portable, surtout jusqu'au lycée où t'as pas besoin d'ordi portable en fait, parce qu'une tablette, tu peux très bien faire des recherches et tout ça, quoi. Donc blablabla, blablabla. Le recours massif à l'enseignement à distance a aussi révélé les lacunes des élèves en informatique basique.
Donc 30% des 9-16 ans n'utilisent jamais ou quasiment jamais l'ordinateur pour surfer sur le net. Les sondés préfèrent leur smartphone ou leur tablette avec lesquels ils sont familiers et bien plus à l'aise. Contactés par RTS, des enseignants suisses ont confirmé que les élèves montraient des difficultés pour effectuer des tâches informatiques simples, comme envoyer un mail ou ouvrir une pièce jointe. Remplir un tableau Excel, écrire un CV sur Word, en mettant des termes en gras et en italique, utiliser Paint pour faire quelques retouches photos. J'ai mal là. Réaliser un PowerPoint, ces quelques actions essentielles s'avèrent compliquées pour de nombreux collégiens, lycéens et étudiants. On se dit qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone, qu'ils maîtrisent les outils informatiques, mais on voit au quotidien que lire un mail n'est pas dans leurs habitudes. Mais en même temps, quand t'es ado, enfin, t'as pas besoin d'un mail en fait. Enfin, t'as pas besoin d'envoyer des mails. Quand j'essaie de me mettre à leur place. Jusqu'au lycée, là, enfin, en gros, on fait l'école primaire, enfin la maternelle, blablabla, l'école primaire, donc t'as pas besoin d'envoyer des mails. Le collège, tu vas peut-être avoir quelques profs qui vont demander d'envoyer des mails, mais on va dire qu'en présentiel, il n'y a pas forcément besoin. Enfin, moi, ça me choque pas. Hein. Enfin, voilà, l'article est écrit dans un ton un peu choquant, mais moi, ça me choque pas. Donc on voit au quotidien que lire un mail n'est pas dans leurs habitudes. Mettre une pièce jointe peut s'avérer compliqué. C'est une enseignante du centre professionnel du Nord vaudois. Elle poursuit, à la maison, certains ont des ordinateurs, mais pour jouer uniquement. Ils n'ont jamais ouvert le traitement de texte. Certains ne savent pas mettre du gras ou faire une majuscule. La professeure précise qu'elle a dû opter pour WhatsApp pour communiquer avec ses élèves lorsque les écoles étaient fermées, en raison des difficultés éprouvées pour discuter par mail. Et alors ça, sur ce point-là, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais le mail n'est pas le meilleur outil, je trouve, pour avoir une discussion. Je me rappelle dans ma boîte les mails qui font des kilomètres avec des reply to de trucs d'encadrés, de sous-mails. C'est vraiment un outil qui est pas bien pour ça. Le mail est bien pour officialiser des choses, parce que ça a une valeur juridique aujourd'hui. Le mail est bien pour, je trouve, signaler des choses. Mais je trouve que le mail est bien, je trouve, en 1v1, enfin pour faire un échange de 1-1, genre moi avec quelqu'un et on fait que s'échanger l'un envers l'autre. Mais je trouve que quand t'as des groupes, je trouve le mail pas ouf, quoi. Donc ça m'étonne pas. En Suisse, certaines écoles ont décidé de prendre le problème à bras le corps en instaurant des formations à l'utilisation de divers logiciels de traitement de texte comme Word. Oui, c'est très bien ça. Bon, c'est très Microsoft, mais c'est très bien aussi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais remonter un petit peu dans vos commentaires. Pas adapté à la discussion et polluant. Ouais, bon, je pense qu'on... C'est polluant le mail, mais je pense qu'on exagère un peu ce truc-là. Mais bon, très perso que ça comme avis. Mais c'est normal que pour envoyer des messages, on utilise une appli de message. Oui, voilà, ça me choque pas. En fait, le SMS, c'est plus pour les messages courts, là où les mails, c'est plus pour les messages longs. Je ne supporte plus les mails. Souvent, c'est du blabla, c'est pour officialiser. Ouais, moi c'est un peu mon avis. Je remonte un petit peu. Aujourd'hui, certains ont tendance à dire que les jeunes sur leur smartphone sont des geeks, mais c'est faux, ils ne sont pas techniques. Mais tu peux en fait utiliser un smartphone, c'est très simple aujourd'hui d'utiliser un smartphone, mais pas être forcément... Il y a un parallèle que j'ai lu sur un gars qui en parlait dans un autre article. C'est le parallèle avec les voitures. On pourrait se choquer aujourd'hui de la jeune génération qui ne sait plus réparer des voitures, des trucs comme ça. Mais en fait, les voitures aujourd'hui ont été tellement simplifiées dans leurs usages et tout ça que pour moi, c'est un peu le même parallèle. C'est qu'effectivement, moi, typiquement, quand j'avais ma voiture à une époque, euh, je ne savais pas la réparer. Enfin, vraiment, paumé de ouf. Par contre, peut-être que la petite nuance, c'est que j'aurais pris le temps de faire une petite recherche sur le net pour essayer de comprendre des choses comme ça. Mais je me sentais, pour peu que ma voiture est une merde, ce qui n'est pas arrivé, mais complètement démuni face à ma voiture. Et donc, j'imagine très bien quelqu'un qui a peut-être eu un smartphone, donc une voiture, si on fait le parallèle, mais qui ne sait pas résoudre un problème, même simple. Typiquement, je sais pas, j'arrive pas à ouvrir ma boîte mail. Mais il y a des gens pour qui c'est une montagne. Après, il y a des gens, oui, ça on le sait, il y a des gens qui ne vont pas faire l'effort. Ça, c'est un peu pénible. Voilà, des gens qui ont un problème et qui vont pas essayer de chercher avant de vous demander ou avant tout ça. Ça, c'est chiant.
Voilà, ça c'est vrai que c'est un côté chiant. Mais je pense pas que ça soit une si grosse majorité de ça. Je pense que c'est un peu le biais de la négativité où on se rappelle de ces gens-là, mais on oublie tout le reste des gens qui ont pris le temps de faire une recherche et qui s'en sont démerdés tout seuls, quoi. En école d'ingé, on utilise Slack pour communiquer. C'est très bien Slack. Je pense que Slack, Discord, c'est très bien. Slack est un peu plus pro quand même. Pour voir les enfants de mes amis, ils savent se servir des applications de leur smartphone, mais ils ne savent pas comment utiliser un ordinateur ou faire toute autre action sur un téléphone ou un ordinateur, se servir d'un tableur, d'un traitement de texte, paramétrer son téléphone. Mais en même temps, ils l'ont jamais vraiment fait. J'ai travaillé en mission locale pour lutter contre la fracture numérique chez les jeunes. C'est un fait réel que très peu de jeunes savent se servir d'un ordinateur. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur smartphone. Les smartphones ont été... Faut pas oublier qu'il y a eu un travail monstrueux sur les smartphones d'amélioration de l'ergonomie et de tout ça. Hein. Ce qui est pas tant le cas, enfin ça va un peu mieux, mais ce qui n'est pas tant le cas que ça sur des machines type macOS, type Windows ou type Linux. Typiquement, le fait que par exemple sur un Windows... Imaginez quelqu'un qui ne connaît rien en informatique. En fait, ou quelqu'un qui vient d'un smartphone. Il faut bien comprendre que sur Windows ou Mac, il y a des stores que Microsoft et Apple ont lancés, mais on peut en fait, la façon la plus officielle, notamment sur Windows, d'installer, bah, c'est plutôt de taper le nom du site et de télécharger et d'installer comme ça. Mais ce qui n'est pas un truc naturel. Les gens ont l'habitude sur leur smartphone d'aller sur le Play Store ou sur l'App Store et de faire installer, et voilà. Et ça, c'est simple. Par contre, installer un logiciel sur Windows, bah, c'est moins facile. Pour les collégiens, non, mais pour les lycéens et étudiants, c'est perturbant. Je trouve que étudiants, ouais, ça commence à devenir un peu embêtant, effectivement. Mais je me mets à leur place et je me dis que moi, à leur âge, j'aurais peut-être pas été meilleur. Après, bon, j'ai été très... voilà, j'ai kiffé les ordis très tôt. Mais... merci, Adrianung. Merci, merci. Oui, mais pour le pro, c'est des PC qu'ils vont utiliser et pas leur smartphone. Du moins, c'est le cas maintenant. Pour le pro, tu l'as dit toi-même. Je considère pas un ado de 9-16 ans comme un pro. Enfin, ou alors on n'a pas la même définition, mais pour moi, tu vois, c'est pas des pros. Donc pour moi, le problème, il est simple. Il faut former à utiliser des genre LibreOffice. Tu formes à faire je crois que c'est Slide. Non, c'est quoi sur LibreOffice? Je sais plus ce que c'est sur LibreOffice. Mais voilà, typiquement, tu les formes à... Tu fais une séance de 1 heure, tu te fais quelques petites séries de formations, et puis let's go, quoi. T'as pas le choix. Impress, ouais, merci, merci. Les ados et les vieux se rejoignent sur les difficultés devant un PC. Non, je pense que c'est pas un problème d'ado ou de vieux, c'est un problème que quand t'as pas été exposé à des contraintes, tu vas pas évoluer, quoi. Le problème, c'est qu'un prof considère que sa relation avec les élèves est professionnelle et donc formelle. Voilà. Après, je ne remets pas en cause, effectivement, une partie qui ne font pas d'efforts. Ça, c'est sûr qu'il y en a. Mais je pense, encore une fois, que c'est plutôt une minorité. Voilà un peu mon avis là-dessus. Merci pour vos retours, c'est intéressant aussi. Enfant, le PC est un outil de jeu, une formation dessus, c'est compliqué. Je bosse en dev informatique et il y a 1 an, le nouveau ne savait pas copier-coller avec les raccourcis clavier. Ouais, il y a certains métiers où si tu fais pas CTRL-C, CTRL-V, surtout le dev, c'est compliqué. C'est compliqué. Hier, j'étais chez LDLC, un vieux de plus de 70 ans demandait les performances d'un disque M2. Ouais. Bon, attention à pas tomber après non plus dans des clichés d'âge, hein, que ça soit jeune ou vieux. On y tombe facilement, et même moi, hein, je sais que voilà. Le B2I n'existe plus au collège. Je crois que le B2I était pas un truc monstrueux, non? C'était pas ouf. Salut Nicolas, bienvenue à toi. Le nombre de profs sont aussi largués niveau de nouvelles techno. Ouais, moi je sais que... Enfin... Ouais, j'ai... Sans rentrer dans les détails, mais j'ai pu voir un peu aussi, ouais, que c'était compliqué. Mais d'un autre côté, ils ont... C'est pas leur métier. Leur métier n'était pas d'enseigner à distance. Voilà, et puis il y a des gens qui vont s'adapter plus vite que d'autres, il y a des gens qui ont une appétence au numérique, et il y en a pour qui ça les fait chier. Je pense que c'est dommage de ne pas encourager le côté cool de travail. Bon, je vais peut-être choquer des gens, mais le côté cool de résoudre des problèmes quand on a un petit souci sur l'ordi. En fait, il y a des gens que ça va frustrer très vite. Moi, ça me frustre pas, ça m'a jamais frustré. Ça m'a toujours plu de résoudre des problèmes. Genre, je me rappelle sur le vieux Windows XP, il y a longtemps,
où quand j'avais des problèmes d'internet, j'aimais trop comprendre d'où ça venait et essayer de les résoudre. Et j'avais une petite fierté à me dire putain, j'ai réussi à refoutre internet, c'est trop bien quoi. Donc en fait, je pense que ça dépend beaucoup de comment vous appréhendez les problèmes. C'est pour ça aussi que je pense que j'aime bien le dev, c'est que il y a vraiment ce côté casse-tête, je trouve une solution. Je suis pas non plus le meilleur dev du monde, clairement. J'ai vu en entreprise qu'il y a des gens qui sont bien plus doués que moi dans ça. Mais par contre, j'avoue que c'est quand même un truc qui est chouette. Voilà. Exemple, j'ai plus aucune réunion de parents, pas moyen d'avoir une petite visio avec les instits. Ah merde, ouais. Euh, Au collège, en techno, je n'ai utilisé qu'une fois le PC pour du traitement de texte en 6ème en 1999. C'était la première fois que je touchais un ordinateur de ma vie, ça m'a pas empêché de travailler dans un métier lié à l'info. Ouais. J'ai 49 ans et je pousse mes collègues plus jeunes à envoyer correctement des mails. Ouais, s'ils n'ont pas été habitués, c'est compliqué. Mais en fait, il faut habituer, former. C'est délicat, c'est délicat. Voilà, moi, encore une fois, le seul truc que je trouve critiquable, c'est la mauvaise volonté, c'est la mauvaise foi. Oh, ça marche pas, machin, ça me saoule. Vas-y, tu grandis, quoi. Mais ça vaut pour tous les âges, hein. Oh, ça me saoule, j'y arrive pas. Ton employeur ou machin, ou il te dit, faut faire ça. euh, Tu vas le voir et tu dis, ça me saoule, ça marche pas. Bah non, tu vois. Donc, bon, bref. Allez, avançons. Parlons d'un autre débat. Le Bitcoin. Le Bitcoin qui consomme beaucoup d'électricité et plus d'électricité que l'Argentine. Que toute la consommation électrique d'un pays comme l'Argentine. On n'est pas très loin de la Norvège aussi, de l'Ukraine, de la Suède, de la Malaisie. Je peux vous montrer vite fait le graphe, parce que je le trouve intéressant. Pour ceux qui écoutent en audio, ça résume ce que je viens de dire à l'instant, hein. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Ça marche. Donc ça, c'est la consommation du Bitcoin que vous voyez ici, donc sur la droite de la courbe. La consommation électrique, bon, Chine, USA, voilà, c'est bien vénère, hein. Blablabla. La France, on est là. Et le Bitcoin est ici. Donc Bitcoin, ça a dépassé l'Argentine et c'est pas loin de la Norvège. Enfin voilà, donc c'est une grosse consommation électrique. Donc à chaque fois qu'effectivement le Bitcoin prend en valeur, il y a toujours ce débat qui revient sur la consommation électrique, blablabla. Maintenant, il y a un peu un débat là-dessus, parce que le Bitcoin est donc une valeur, enfin une valeur marchande, enfin pas une valeur marchande, mais c'est une monnaie. Et elle est virtuelle, mais c'est une monnaie qui a une certaine valeur, sinon le cours ne monterait pas. On peut avoir le débat de c'est que du virtuel, blablabla. Bref, la monnaie aujourd'hui est aussi très virtuelle, hein. Le seul truc qui est tangible, physique, c'est l'or. Enfin, c'est les trucs qui sont, c'est des vraies ressources, quoi. Le reste, depuis que l'argent n'est plus, enfin le dollar n'est plus indexé que sur l'or, ça n'a plus de valeur tangible. Voilà. Donc la question que j'ai envie de poser à chaque fois qu'il y a ce débat du Bitcoin qui consomme beaucoup d'électricité, c'est est-ce que le système monétaire classique, avec les dollars, les euros, toutes les valeurs d'échange, quelle est la consommation de ça? Alors, il y a beaucoup d'articles qui en parlent un petit peu, qui essayent d'évaluer, mais c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué d'évaluer ça. Mais il faut bien comprendre que voilà, produire les billets, les banques, enfin tout le système monétaire aujourd'hui, je suis assez convaincu que la consommation électrique doit être monstrueuse et doit largement dépasser la consommation de pays modernes. Donc, en fait, c'est un peu... En fait, je ne sais pas si c'est très pertinent de dire que le Bitcoin consomme de l'électricité. C'est inquiétant que quelque chose consomme de l'électricité, parce qu'on est, voilà, écologiquement parlant, c'est délicat. Mais est-ce que c'est le bon cheval de bataille? Alors, après, un problème fondamental du Bitcoin, c'est qu'effectivement, le Bitcoin se crée avec de l'énergie. Pour créer du Bitcoin, il faut le miner, donc il faut des machines qui tournent, qui font des calculs et qui le minent, en fait, comme ça. Voilà, ce qui, a priori, n'est pas le cas de l'argent classique, on va dire. Mais si le Bitcoin se met à remplacer certains échanges financiers, donc certains échanges en dollars, en euros, eh bien, est-ce que ça se compense pas un petit peu? Je ne sais pas, je suis pas expert. Je suis pas expert. C'est un débat un peu ouvert. Je pense que parmi vous, vous êtes beaucoup plus au sujet du Bitcoin que moi. Euh,
Mais c'est un peu ma façon de voir le truc. C'est que j'ai l'impression qu'on tape aussi beaucoup sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin fait pas mal chier pas mal de monde. Et que, enfin, ça on s'en rend compte quand on commence à analyser les journaux, la politique, les trucs comme ça, c'est que c'est des grilles de lecture. C'est qu'il y a certaines façons de... comment dire, quand il y a certains trucs qui inquiètent des personnes qui sont là depuis longtemps dans un domaine, machin, on va toujours dépeindre certains sujets comme très négatifs et accentuer sur des défauts, jusqu'au jour où le truc monte, 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 et après ça devient la norme et ça devient plus choquant. Hein, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. La véritable monnaie, c'est l'écriture comptable et les monnaies virtuelles ou non. Bitcoin, c'est une petite partie de la monnaie mondiale. Merci mon prof de commerce. Ok, Hamilton. La blockchain est aussi utilisée pour des transactions réelles. Les virements sont instantanés pour faire une seule requête de banque à banque la nuit au lieu de millions en permanence. Ok. Salut Lordero. Ah, tu savais pas que j'étais sur Nowtech. Ouais, mais si tu veux revoir des vidéos que j'ai produit, enfin qu'on a produit sur Nowtech, mais que j'ai écrites plutôt, tu peux regarder la chaîne Nowtech. Mais content de te revoir, Lordero 99. C'est le minage du Bitcoin qui consomme. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Regarde Carbone 4, une entreprise qui aide à la décarbonisation et qui publie des rapports intéressants. D'accord. Et ils en disent quoi, Carbone 4? Qu'est-ce qu'ils en disent? Je vais me le noter pour plus tard. Le Bitcoin demande de l'énergie monstrueuse pour chaque transaction. Vu les retombées du Bitcoin, cette consommation est abusée, l'argent réel sert à quelque chose. Et effectivement, Superbob, aujourd'hui, on peut peut-être juste critiquer le côté très spéculatif et que c'est pas encore très utilisé pour des vrais échanges. Même si Tesla a dit qu'ils accepteraient bientôt les paiements en Bitcoin, est-ce que c'est un peu le truc qui va lancer le Bitcoin? On ne sait pas. L'or n'est pas plus tangible. Bah quand même, hein, MTK, l'argent est abstrait, que ce soit des dollars, des bitcoins ou de l'or. Oui, mais t'as mal compris ce que j'ai dit. Je comprends ce que tu dis en disant ça, mais l'or est tangible dans le sens où l'or est une valeur finie. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer artificiellement de l'or. Alors que tu peux créer artificiellement de l'argent, ce qui peut conduire à de la déflation, enfin à plein de problématiques comme ça. Alors que l'or, l'or est fixe, quoi. Ou on peut en trouver encore, mais je veux dire, il est fixe, quoi. Tu as une certaine quantité sur la planète et point. Il existe des monnaies. Si un jour on trouve une planète qu'on peut aller miner et que d'un coup on trouve de l'or partout, l'or va perdre de la valeur, mais c'est pas le cas pour l'instant. Il existe des monnaies basées sur de l'énergie dépensée pour du vrai rendu de carte graphique pour l'infographie, ok. Il ne faut pas oublier que la production de monnaie et aussi sa destruction pollue et donc consomme de l'énergie et son achemination vers les DApp pollue et consomme également. Et l'Ethereum va se généraliser. Ouais, voilà, moi c'est un peu ce genre de réflexion que je trouve intéressante et qui vont un peu dans mon sens, je le reconnais. Mais oui, la production de monnaie, le fait d'amener à des DAB, le fait enfin, tout ça consomme énormément d'énergie aussi, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à travers le monde où il y a des distributeurs, où il y a des banques, donc il faut amener le cash. Enfin, voilà, la consommation est énorme, alors que le Bitcoin est virtuel. Donc, est-ce que l'un ne compose pas l'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous le dire. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Salut Ouba73. La monnaie pollue, mais le Bitcoin ne remplace pas la monnaie, il s'ajoute. C'est vrai aussi, Vaïa, mais c'est pas impossible que dans un futur plus ou moins proche, on ait le Bitcoin qui permette certaines transactions. Moi, en fait, le seul truc, c'est est-ce que on tape pas beaucoup sur le Bitcoin parce que c'est une monnaie qui dérange aussi du monde et que, enfin, voilà, je me demande s'il n'y a pas une petite grille de lecture, quoi. Juste dire le Bitcoin consomme, ça me paraît un peu light, en fait. C'est un peu ça, à mon avis. Pour moi, ça suffit pas de dire ça. Je préfère un article qui dit le Bitcoin consomme énormément, mais en comparaison, et on développe un peu la comparaison. Sinon en fait, je peux très bien dire, ouais, je sais pas, typiquement, manger du steak, de la viande de bœuf, consomme énormément. Mais on peut dire ok, mais il faut comparer aux autres viandes, aux autres produits, aux autres choses comme ça. Et c'est que en comparant qu'on se dit, ah oui, effectivement, la viande de bœuf, c'est ultra consommateur en énergie.
Enfin, ça consomme énormément d'énergie de manger du bœuf. Alors que, par exemple, manger du poulet, manger des œufs, manger d'autres viandes est moins coûteux en énergie pour la planète. C'est pas dans un but de culpabiliser, hein, voilà, vous inquiétez pas. J'ai mangé un burger il y a pas très longtemps, enfin voilà, je jette pas la pierre. Mais c'est juste que, vous voyez ce que je veux dire, c'est que si on compare pas avec d'autres choses, c'est pas un avis éclairé pour moi. Voilà un petit peu mon avis. On va terminer, il est 8h55, avec les agriculteurs en Europe de l'Est qui hackent les tracteurs. Alors, c'est les tracteurs d'une marque qui s'appelle John Deere. Peut-être qu'on a des agriculteurs dans la chatroom. Si vous en avez, manifestez-vous, parce que je suis très curieux aussi d'avoir un peu votre retour là-dessus. Donc, c'est des agriculteurs qui, en fait, donc, ont acheté des tracteurs de la marque John Deere. Donc, je ne connais pas cette marque, mais voilà, c'est une marque qui a apparemment un espèce de cerf, hein, comme logo. C'est ça, hein, pour ceux que ça intéresse. Je vous le montre. Voilà, c'est ça. Grosse marque de tracteur. Les verts et les jaunes. Ah, il y en a qui connaissent, ouais. Verts et jaunes, vous connaissez. Ok. Jardinier, je connais John Deere en tondeuse. Ok. Agriculteur, mais grandi à la campagne. Ok, ok. Il y a même un burger, j'ai faim. Eh ben écoute, Hamilton, c'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Des entreprises comme John Deere, justement, ne licencient pas, enfin ne licencient pas, c'est pas le bon mot, ne proposent pas de licence sur leur logiciel pour en gros, ne permettent pas en gros de diagnostiquer et de réparer leurs équipements pour les agriculteurs. Et en gros, ça force ces propriétaires. Donc en fait, les agriculteurs n'ont pas de possibilité de réparer leurs machines. Ils bloquent un peu ça. Bon, apparemment, il y a des termes de service, enfin des conditions d'utilisation de John Deere qui disent qu'on n'a pas trop le droit de bidouiller, blablabla. Blablabla. Les agriculteurs de l'Europe de l'Est, ils s'en foutent. Ils disent on a acheté notre propre équipement, et en fait, légalement, ils ont le droit, a priori. On a acheté notre propre équipement, on vous fait un gros doigt, et on va les hacker pour prolonger la durée de vie. Donc on est sur une forme d'obsolescence programmée. En gros, il y a un ingénieur qui s'appelle Kevin Kinney, ouais, qui dit de mon temps, on avait juste besoin d'une clé à molette, d'un marteau et d'une pry bar. Qu'est-ce que ça veut dire pry bar en anglais? Je connais pas. Wrench, c'est une clé à molette, je crois. Hammer, c'est un marteau. Et pry bar. Pry bar, je connais pas. On va chercher. Pry bar. Ah, d'une... ok. Un pied de biche. Pry bar, ça a l'air d'être un pied de biche. Un pied de biche, exactement. Pry bar. Ça a joué à Half-Life, je vois dans le chat. Hein, ça a joué à Half-Life, je vous vois. Je savais pas que ça se disait pry bar. Hop. Donc, blablabla. Donc oui, ce que reprochent les agriculteurs, c'est que les marques comme John Deere inventent leur propre firmware, enfin leur propre micro-logiciel, les mettent sur tous leurs équipements et que ce logiciel, il est propriétaire, il n'est pas open source. Donc les clients sont obligés de renvoyer des machines, et vous imaginez renvoyer un tracteur, ça doit être très compliqué. Enfin, c'est pas renvoyer un colis à la poste, quoi, pour la maintenance et la réparation. Et donc, effectivement, les agriculteurs le disent aussi dans l'article, nous, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On fait marcher les tracteurs jusqu'à ce qu'ils soient morts, et ensuite on les répare. Et comme ça, ils marchent encore, même après qu'ils ne fonctionnaient plus, on les répare, blablabla. Blablabla. Ils ont raison. Et ils disent c'est important pour les agriculteurs de faire baisser les prix, enfin de réduire les coûts de maintenance, parce que sinon, il faut que notre investissement il faut qu'il y ait du retour sur investissement. Salut Augustin, salut. C'est pas crowbar, un pied de biche. Bah écoute, moi j'ai vu, voilà. Je suis le fils d'un ancien agriculteur, mais mon père avait un tracteur Fiat avec zéro électronique, tout pouvait s'arranger au marteau. Bon, merci Serka Mins pour ton témoignage. Après vérification, pied de biche se dit à la fois pry bar et crowbar. C'est pas vraiment terrible pour un agriculteur de ne pas pouvoir réparer une...
Ah non, oui, ok. Oui, c'est pas vraiment tenable, pardon. C'est pas tenable pour un agriculteur de ne pas pouvoir réparer une machine soi-même lors d'une période de rush. Les réparations doivent être immédiates. On est d'accord. C'est un secteur où la réparation doit être encore plus immédiate. Donc c'est vraiment un secteur où le droit à la réparation doit s'imposer. C'est super important. Et à la fin de l'article, ils disent et c'est la même chose qui devrait se passer pour les tracteurs, les smartphones ou les ordinateurs. Et je suis assez d'accord, et c'est là où j'ai dit en intro d'émission, que c'est un des trucs que je reproche principalement à Apple, c'est qu'ils rendent les réparations compliquées. Et dans un monde où, on parlait de l'écologie à l'instant, dans un monde où l'écologie est super importante, décourager les utilisateurs d'ouvrir leur smartphone pour remplacer la batterie, parce qu'on sait que c'est un des premiers trucs qui tombe voilà, qui faiblit, pour moi c'est un scandale. Je considère que c'est un scandale et que ce n'est pas normal. Et quand Apple fait de l'écologie en mode oui, le chargeur, on l'enlève, machin, arrêtez. Vous voulez faire de l'écologie, Apple? Rendez vos machines plus facilement réparables. Mettez juste des pas de vis normaux. Mettez-moi des châssis qui se disloquent, qui se clipsent, c'est beaucoup plus simple. Faites en sorte... J'entends que le design c'est important, mais foutez-moi un truc qui est réparable plus facilement. Parce que le nombre de personnes, et je vous blâme pas, le nombre de personnes qui ont racheté un téléphone parce que la batterie tenait plus. D'ailleurs, Apple a été condamné pour obsolescence programmée à cause sur les iPhone 6S, parce que la batterie, l'utilisateur n'était pas averti que c'était la batterie qui faiblissait et qu'il s'était ralenti à cause de ça. Et c'est normal, c'est normal, c'est normal. Apple devait prévenir. Voilà. Consumérisme, oui, on est dans une forme de consumérisme qui est là et problématique, on est bien d'accord. Donc d'ailleurs, je vous l'annonce, il y aura très prochainement un live quand je serai de retour à Toulouse, donc peut-être semaine prochaine, un live où on va changer la batterie sur un Pixel 3, parce que le Pixel 3 est pas trop galère à ouvrir, c'est celui de ma copine, Pixel 3 qui a une batterie là qui ne tient plus bien, elle est obligée de recharger le smartphone 3 fois par jour quasiment. Donc j'ai acheté une batterie, et on va l'ouvrir, et j'espère pas tout péter, et on va changer la batterie pour redonner un petit coup de peps à son Pixel 3 parce que c'est un smartphone qui fonctionne encore très bien. Même en photo, il est très bien. Enfin, il est très très bien. Elle est très contente du Pixel. Elle aime beaucoup ce téléphone. Donc on va faire un live où on va réparer tout ça. Un petit live bricolage, oui Cabri. Bah tu sais Cabri, ça aurait été trop chouette de le faire en featuring. Il n'y aurait pas le Covid et tout. J'aurais essayé d'organiser un petit événement où tu nous rejoins à Paris, ou tu me rejoins à Toulouse, je sais pas trop où t'es. Ou on te rejoint dans ton atelier, je sais pas, peu importe. Mais ça aurait été trop trop cool. La mort d'un Pixel 3 en live, mort de rire. Bah écoute, venez pour peut-être la mort d'un Pixel. Pourquoi pas. Avant de passer à la cerise, alors oui, j'ai pas préparé ma tartine que j'avais annoncée sur Twitter, parce que trop short niveau temps, comme je suis à l'atelier, je suis pas dans mon élément. J'ai eu moins de temps que prévu pour taffer dessus. Hier, j'étais mort. À 22h, je m'endormais. Donc voilà, mais la tartine va être préparée sur système centralisé, décentralisé. Enfin, vous verrez, c'est intéressant. Mais là, je voulais pas faire un truc en speed. Je préfère vous préparer un bon petit truc bien cool. Donc ça sera une cerise avec 3 petits comptes Insta que j'aime bien et que je voulais vous partager. Mais avant, le sponsor de l'émission, eh bien, c'est vous. Et vous pouvez nous soutenir si vous aimez l'émission, si vous aimez la chaîne YouTube et si vous aimez les poubelles qui passent, les chariots qui passent juste à côté de l'atelier. Vous pouvez nous soutenir donc en devenant contributeur. Ça peut être avec, si vous regardez l'émission en live, ça peut être avec les subs Twitch. Donc vous pouvez en gros donner votre Prime à la chaîne. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez chaque mois la possibilité de nous soutenir gratuitement, parce qu'en gros vous payez déjà votre abonnement Amazon et Twitch c'est la même boîte, enfin Amazon possède Twitch, donc ça c'est cool et c'est gratuit pour vous, entre guillemets, encore une fois, ça vous débloque les emojis, ça vous débloque plein de choses, c'est cool. Vous pouvez être Patreon si vous avez un petit peu moins de... Patreon en fait, vous pouvez donner de 1€ à ce que vous voulez. On a voulu rendre vraiment accessible à tout le monde la possibilité de nous soutenir. Ça vous débloque tous ces moyens de contribuer, vous débloque les live contributeurs du jeudi. Alors, comme Jérôme n'est pas là, il a pris des vacances, il n'y aura pas de live contributeur ce jeudi, et pas de mug demain et lundi et mardi.
Donc c'est très exceptionnel, hein. Normalement, voilà, le mug et le jeudi contributeur est là tout le temps. Si vous regardez plutôt les vidéos YouTube, vous pouvez faire un YouTube sponsor. Euh, voilà, si vous préférez YouTube. Et après, vous pouvez nous soutenir aussi avec du merchandising. Donc c'est en gros des t-shirts, des mugs. Il y a des nouveaux designs qui sont chouettes. La boutique... c'est tantôt, je me désabonne. De quoi j'en pense quoi? De quoi j'ai pas vu? J'ai pas vu de quoi tu parlais, Alexine. Mais voilà, vous avez des t-shirts. Enfin, on a rajouté des nouveaux designs. Vous pouvez remercier surtout Karina, parce que je crois que c'est elle qui s'est occupée de ce sujet-là principalement. Donc, voilà, tous les liens sont en dessous du stream, hein. Vous avez des gros carrés où vous pouvez retrouver tout ça. Et on devrait d'ailleurs pas tarder, je pense, à recevoir tous les... comment dire tout, parce qu'on a pris du merch pour nous aussi, pour vous les présenter un peu en vidéo et en live. Donc j'ai assez hâte, parce que vraiment les designs sont cool. Donc voilà, c'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. Et puis voilà. Donc c'est chouette. Et je vous propose qu'on passe immédiatement à... Ah oui, non, mais ok, c'est parce qu'il n'y a pas le jeudi contributeur que vous râlez. D'accord, je comprends. La location Mobile Club, tu en penses quoi? Je ne connais pas du tout, Alexine. Je suis désolé, je connais pas Mobile Club. Je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. Tu dis quoi? Tu dis je veux me lancer sur le streaming, Ezekiel. Moi je te conseille Streamlabs, c'est moins galère. Commence comme ça. Commence comme ça, commence comme ça. Tu as déjà déménagé? Non, je suis à l'atelier, canard à trois pattes. Je suis à l'atelier. Et si tu faisais le live contributeur? Mais je crois que les gens pour l'instant aiment bien Jérôme dans le live contributeur, donc voilà. Peut-être un jour, peut-être, je rejoindrai Jérôme sur les live contributeurs. Mais voilà, c'est pas du tout immédiat. Et puis Jérôme a dit qu'il voilà, il ferait pas les live contributeurs, donc voilà. Je voulais vous présenter 3 comptes Instagram que je trouvais assez chouettes, assez créatifs, donc ça peut peut-être vous inspirer pour vos futures photos, pour plein de choses. Le premier, c'est Suissas. Le nom en plus est très très simple, Suissas. Et en fait, ce que fait Suissas, c'est qu'il joue beaucoup sur les perspectives pour donner des images assez fun, assez rigolotes. Typiquement, là, c'est un faux énorme château de sable. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Un faux énorme château de sable bah voilà, qui est une photo qui est très très sympa. Je le rappelle d'ailleurs, si vous aimez la photo, tous les lundis soirs de 21h à 23h, live photo avec vous et on critique vos photos sur Insta et on parle photo, on fait plein de choses. Deuxième petite photo que je trouve sympa avec un faux sac à main, enfin voilà, woman's clip. Photo très sympa, ça marche vraiment très bien. Petit paquet cadeau aussi sur une maison. Alors là, il n'a pas forcément géré parfaitement le flou et la netteté. Mais en gros, il ferme beaucoup l'objectif pour avoir tout très 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 net. Mais voilà, il y a plein de petites idées que je trouve très malines. Jouer sur les perspectives avec un petit trépied que je connais bien, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un espèce de faux périscope. Ouais, un périscope, c'est ça. Jouer avec des chaussures blanches et les lignes. Elle est sympa celle-là, elle est assez cool. J'aime bien. Donc voilà, il joue un peu avec les perspectives, les couleurs, c'est des petites illusions d'optique. Enfin, ça marche bien, c'est très chouette. Donc je vous invite à suivre Suissas. On vous a toujours dit, hein, et dans ma vidéo, je vous ai dit, soyez proactifs sur les réseaux sociaux. Ne les laissez pas vous bouffer, bouffez-les vous. Deuxième artiste qui s'appelle Jordi Koalitic. Koalitic, ouais. Lui, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce que, par exemple, il explique comment il fait certains effets. C'est assez génial. Il fait ce qu'on appelle des Instagram Reels. Donc, il explique en vidéo avant le shoot et après le shoot comment il fait. Donc là, il fait un effet tornade. C'est très bien. Ça peut vraiment donner beaucoup d'inspiration. Typiquement, un autre exemple ici. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait des vidéos YouTube aussi, où il partage tout ça avec une meilleure qualité vidéo. Mais le coup de la tornade, moi, je trouve ça assez bluffant. La tornade comme ça, je trouve ça vraiment bluffant. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre d'assez chouette? Il joue avec des expositions longues aussi. Vous voyez, typiquement, là, il a une espèce de bougie d'anniversaire. Il fait le cercle comme ça, et paf, il se barre. Et ça permet de donner ça. Voilà, ça permet de donner cette photo. C'est très cool. Je regarde un petit peu d'autres trucs. Il joue, ouais, donc comme je vous l'ai dit, il joue avec beaucoup d'éléments.
Bon, photo classico de photo de rue avec un... Ah, il joue avec la feuille aussi, pas mal. Ouais, c'est sympa. Pour faire des vidéos et des ralentis. Ah oui, joli, joli, très joli. Enfin voilà, c'est des transitions, c'est des choses, si vous êtes photographe, vidéographe, je pense que ça peut vraiment, vraiment vous plaire. Ah bah là, il montre le truc de la tornade un petit peu plus en détail. Moi, vraiment, celui de la tornade, moi, il m'a bluffé, hein. C'est du coton, enfin, c'est très malin, quoi. C'est très, très malin. Très, très, très malin, je trouve. J'aime beaucoup. Voilà, et donc, dès que vous voyez une photo, il explique comment il fait, c'est chouette. Et on va passer à Vincent Ball, qui est un compte que j'aime énormément. Vincent Ball, qui fait... En gros, il utilise des objets du quotidien pour faire des ombres, et en fait, il dessine par-dessus l'ombre. Donc, typiquement, bah, par exemple, celui-là de la machine à écrire, il est incroyable. Donc, il utilise une espèce de... C'est pas un économe, c'est une rapière. Et il utilise de la lumière et l'ombre de la rapière pour faire un dessin avec une machine à écrire. Moi, je trouve ça... voilà, je trouve ça archi chouette. Qu'est-ce qu'il utilise d'autre? Il utilise des pièces de monnaie, pareil, pour avoir l'ombre et faire une petite madame. Il utilise l'ombre de lunettes. Voilà. Et en fait, il a une vision d'artiste de voir dans les ombres des visages, des choses comme ça. Je trouve ça très très cool. Voilà, typiquement. Ouais, c'est chouette, c'est très chouette. Et il est vraiment génial. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, typiquement, un gel hydroalcoolique, ça devient le génie. Euh, Donc, je pense que tu peux utiliser CTRL-L pour sélectionner la barre d'URL. Ah ouais, je connaissais pas. Ok, je connaissais pas. Bon, et ben voilà. Je vous ai partagé tout ça. Je vous propose qu'on passe au cornfac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Et let's go. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Ciao Hamilton, merci de nous soutenir. Bon cours à toi. Merci, merci. Qu'est-ce que tu dis? Son générique trop fort, mince. Je suis désolé, je les ai réglés, mais il était peut-être trop fort. Ok. Même pas, on propose Emratam comme compte à suivre. Je les connais pas tous. C'est quoi Emratam? Je suis curieux. N'hésitez pas à partager des trucs. On est là pour ça aussi. Emratam. Ah oui, putain, oui, Emrata. Non. Oui, c'est Emilie Ratajkowski. Putain, son nom est si dur à prononcer. Ok. Guillaume, une webcam à recommander. Merci Jinro Warrior pour ton prime. Du coup, à Paris, tu y es pour tourner des vidéos. Ouais, pour tourner des vidéos. J'y étais pour une petite presta aussi. Enfin, bon, voilà. Mais oui, pour tourner des vidéos. Guillaume, une webcam à recommander pour un peu Twitch. Également des visios en 1080p Logitech, c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien. Prends la C920. Évidemment, je vais te faire un petit lien affilié comme dans le Shop Nowtech, votre nouveau rendez-vous tous les mercredis à 12h30. Je vais te faire un petit lien affilié vers la C920 qui est une très bonne caméra. Pars sur ça pour faire de la visio. Hein, en plus, elle a... Ah non, c'est une truc... non. Tac, let's go, let's go, let's go. Et regarde d'occasion, parce que la C920, tu dois l'avoir d'occasion. Donc regarde sur la barre de droite, tu l'as un peu moins cher à 80 et quelques euros. D'occasion. Voilà, prends-la toi d'occasion, t'as pas besoin qu'elle soit neuve. Elles sont devenues très chères les Logitech. Ouais, elles sont très chères, Cabri, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Je me remonte un petit peu, je crois qu'il y a eu des questions. J'ai pris 2 objectifs Nikon Z pour mon Z7, le 24-70 f2.8 et le Z85-A8, que du bonheur. Ah ouais, tu vas t'éclater, Macalga. Tu peux quasiment tout faire avec ça. 24-70 f2.8, c'est très bien pour de la vidéo et de la photo. Le Z85-A8, c'est bien pour du portrait. Ouais, tu vas être bien, tu vas être très très bien. Tu vas être très très bien. Putain, j'ai froid aux pieds. Putain, il fait froid un peu quand même, quand il n'y a pas le chauffage là-bas. Bon, en tout cas, première expérience du mug à l'atelier. Non, pas première, j'avais déjà fait le mug, mais tout seul, je l'avais jamais fait. Ouais, il est bien, Jérôme. Hein, ouais, il se met bien à l'atelier, c'est cool. C'est cool, en hiver, fait juste froid par contre. C'est vrai que le froid, ouf.
T'as pas le mono-chausson. Non, j'ai 2 paires de chaussettes, mais j'ai pas de mono-chausson. J'ai des problèmes avec le stéréo des HomePod mini. Vous avez ces problèmes? Je crois... Moi, j'ai pas les HomePod mini. Je crois pas que Jérôme utilise une paire stéréo. Je sais pas. Je suis dans l'agricole, famille agriculteur. Les agriculteurs peuvent réparer les machines, mais n'ont pas accès au logiciel de diagnostic car les machines sont bourrées d'électronique. Ok. Merci pour ton retour, Antoson. Tu peux pas l'allumer. Si, on va le rallumer. On va le rallumer. Je crois que c'est ce bouton-là. Ça marche pas. Si. Oui. Non. Est-ce que ça marche? Défi du matin. Faut garder appuyé. Non. Ah si, c'est bon. Ah oui, la chaleur. Vous allez entendre un soufflement par contre. Hein. Le vent est un peu froid. Ça s'est pas chauffé encore. Dites-moi si vous entendez le soufflement du truc. Vous allez continuer les vidéos pour débutants dans la vidéo. Oh, il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont arriver. Mais enfin, vous êtes déjà bien servi, je pense, hein, en termes de vidéos pour débutants, entre les vidéos de visioconférence, entre les vidéos pour prendre le son. Qu'est-ce qu'il faut, comment faut s'équiper pour démarrer. Je pense honnêtement que sur Nowtech, on a déjà pas mal couvert le sujet. Hein. Ça manque peut-être d'un petit guide d'achat de première caméra. Peut-être un guide d'achat un peu mis à jour. Je pense que ça manque de ça. C'est vrai que tu as dit que l'usage prévaut, on peut donc dire digital ou cryptage comme tu demandais. Oui, en vrai, oui. Non, mais oui, je suis chiant. Mais oui, on peut dire digital, on peut dire cryptage. C'est juste que c'est pas correct, mais l'usage prévaut. En linguistique, c'est ce que dit Linguistica et il a raison. C'est que si tout le monde se met à dire un truc et que les gens s'accordent sur la définition d'un mot, bah ouais, tu peux le dire. Et cryptage, ça vient de Canal+, hein. Ça vient des chaînes cryptées. Parce qu'on n'a jamais dit chiffré, on a dit crypté. Vous avez les AirPods Pro? Non, moi j'ai pas d'AirPods. Jérôme, elle est pro et il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Ce n'est pas une question, mais juste un trick sur les souris à Mixmaster. Pour multiplier les possibilités, il faut sélectionner bouton de geste pour chaque bouton paramétrable et ça ajoute 4 fonctions à chaque fois. Ok. Merci Tiblasseur pour ton message. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'avais envoyé un mail. Je t'ai répondu. Merci pour ton joli mail. C'était très très sympa. Jérôme m'a dit que tu pouvais allumer la télécommande grise pour l'allumer. Oui, mais je l'ai allumé là. Vous l'entendez pas? Si vous l'entendez pas, c'est cool. Juste un grand merci parce qu'on est français, qu'on râle tout le temps. J'aime beaucoup ta vision des choses sur beaucoup de plans, tech ou autre. Eh ben merci, Seb Glacé. Merci, ça fait plaisir. Donc on peut dire au jour d'aujourd'hui. Non, par contre, ça... Ah, ça va chier là. Attends. Oh, bouge pas. Attends. Oh, je charge ma montagne de muscles que j'ai maintenant. Bouge pas. Paf. Voilà. Oh putain, c'est beau avec le flou là. Bam, il y a un petit effet 3D. Paf. Pouf. Est-ce que ça va faire le focus? Non, évidemment que non. C'est du Panasonic. Ça va pas faire le focus. Attends, il faut que je mette devant le visage. Mais non, ça fait pas le focus. Évidemment que ça fait pas le focus. C'est pas toi, Tiblasseur? Mais attends, c'est qui m'a envoyé un mail? Je croyais que c'était ton pseudo. Bon, allez, on va raid. Qui on va raid, les gens? Qui on va raid? Et je parle pas des caméras. Lancer un raid sur une chaîne. Il y a qui? Ah bah, il y a Flonflon. Mais vas-y, mais ça régale. Allez, on va raid Flonflon. Très chouette personne, faut qu'on fasse un petit feat avec Flonflon. Cabri, Flonflon, faut qu'on se fasse des trucs. Faut qu'on se fasse des petits trucs. Ouais, alors, important avant de terminer l'émission, pas de mug demain, pas de mug lundi, pas de mug mardi prochain. Et on revient mercredi. Voilà, let's go sur Flonflon, mettez-lui des emojis de Jérôme Sorcière, c'est très très important. Let's go. Et puis voilà. Let's go. Des bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi. Je mets le générique de fin.